Bonsoir mesdames et messieurs, le journal du lundi le 19 mai avec vous Iman Al-Aad. Commençons notre journal par les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé la position fixe de l'Égypte à soutenir le Liban et son rejet ferme des violations israéliennes continuées dans les territoires libanais dont on a également occupé des parties. Le président el-Sisi s'exprimait lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui avec son homologue libanais Joseph Aoun. Le président el-Sisi a d'autre part souligné que l'Égypte poursuit ses tentatives et ses contacts en vue de presser Israël à un retrait immédiat et inconditionnel de tous les territoires libanais, appelant la communauté internationale à assumer ses responsabilités en vue de la reconstruction du Liban. Le chef de l'État avait reçu aujourd'hui son homologue libanais, Joseph Aoun, actuellement en visite au Caire. Les deux présidents ont tenu un huis clos suivi par une séance de discussion élargie avec la participation des délégations des deux pays. Les deux parties ont discuté les moyens de renforcer les relations bilatérales, le développement des situations à Gaza et les dossiers régionaux avec en priorité la situation en Syrie. Des sources égyptiennes de haut niveau ont annoncé des contacts intensifs tenus par la délégation égyptienne à Doha en vue de parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Selon des rapports israéliens, Israël propose à Hamas de libérer 10 détenus vivants et la moitié des corps des détenus morts en échange d'un cessez-le-feu pour 60 jours. La défense civile de la bande de Gaza a annoncé aujourd'hui la mort de 22 personnes dans des frappes israéliennes, notamment autour de Khan Younis, dans le sud du petit territoire assiégé où l'armée israélienne intensifie ses opérations. Le porte-parole de cet organisme de premier secours, Mahmoud Bassal, a déclaré que l'armée d'occupation israélienne a mené une série de frappes aériennes violentes à Khan Younis ce matin, notamment autour de l'hôpital Nasser. Dans le nord de la bande de Gaza, plusieurs personnes ont également été tuées. Au moins 2 personnes sont mortes dans une frappe de drone sur une tente abritant des personnes déplacées par l'agression. Les représailles israéliennes. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré lundi qu'Israël allait prendre le contrôle de toute la bande de Gaza où l'armée a intensifié son offensive et attribué à des pressions diplomatiques sa décision d'autoriser une reprise limitée de l'aide humanitaire dans le territoire dévasté et affamé. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a expliqué lundi qu'Israël devait empêcher une famine à Gaza pour des raisons diplomatiques après l'annonce d'une reprise limitée à l'aide humanitaire à destination du petit territoire palestinien. La décision de faire entrer des aides dans le territoire palestinien plus de 2 mois après le blocus imposé par Israël à Gaza depuis le 2 mars est difficile mais nécessaire selon M. Netanyahu. Les Nations Unies comme les organisations d'aide internationale opérant dans la bande de Gaza dénoncent les pénuries depuis des semaines. Passons en Cisjordanie où des colons ont repris d'assaut l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa sous la protection de la police. Entre-temps, les forces de l'occupation israélienne poursuivent leur agression contre la ville de Tulkarm pour le 113e jour consécutif. Parallèlement, les frappes israéliennes contre le camp de Nour el-Shams entre le 100e jour consécutif. Par ailleurs, les forces israéliennes poursuivent les hostilités contre la ville de Jenin et ses camps pour le 119e jour consécutif avec l'élargissement des opérations de ratissage et de destruction à l'intérieur du camp afin de modifier sa infrastructure. L'explosion d'une voiture piégée dans l'est de la Syrie a tué au moins 3 policiers et fait 2 blessés près d'un commissariat selon l'agence officielle SANA et une ONG. Les premières investigations et une inspection des lieux ont révélé qu'elle avait été provoquée par une voiture piégée. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a lui avancé le chiffre de 5 morts, dont 4 membres de la police en plus de 2 blessés civils. D'après l'ONG, cet incident a coïncidé avec le lancement d'une opération de sécurité à El Mayadine. L'Iran va continuer à enrichir de l'uranium avec ou sans accord avec les puissances mondiales. C'est ce qu'a affirmé dimanche le chef de la diplomatie iranienne au moment où Téhéran mène des discussions avec Washington et les puissances européennes sur le programme nucléaire iranien. Les détails.
Si les États-Unis souhaitent garantir que l'Iran ne possède pas d'armes nucléaires, un accord est à portée de main. C'est ce qu'a indiqué dimanche le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, une semaine après de nouvelles discussions en vue d'un nouvel accord. Les responsables américains ont affiché à plusieurs reprises leur opposition à l'enrichissement de l'uranium par Téhéran, qui ne cesse de répéter que son programme nucléaire n'a pas de visée militaire. M. Araghchi a également assuré dimanche que l'enrichissement en Iran se poursuivra avec ou sans accord. Des négociations sont en cours sous la médiation d'Oman entre l'Iran et les États-Unis depuis le 12 avril, visant à conclure un nouvel accord pour encadrer le programme nucléaire de Téhéran. Ces négociations représentent le plus haut niveau d'engagement entre les deux parties depuis le retrait unilatéral de Washington en 2018 de l'accord international sur le nucléaire iranien. Vendredi, l'Iran a mené des discussions en Turquie avec les puissances européennes sur son programme nucléaire après un 4e cycle de pourparlers sous médiation omanaise le 11 mai entre l'Iran et les États-Unis qui n'ont pas annoncé de percée mais affiché un optimisme prudent. Les pourparlers irano-américains visent à conclure un nouvel accord censé empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique, une ambition que Téhéran a toujours niée en échange d'une levée des sanctions qui paralysent l'économie iranienne. M. Araghchi avait d'autre part indiqué plus tôt que son pays était prêt à ouvrir un nouveau chapitre avec les pays européens au moment où ces derniers menacent de réimposer des sanctions contre Téhéran. L'Iran a convoqué le chargé d'affaires du Royaume-Uni pour protester contre l'arrestation de plusieurs de ses ressortissants accusés notamment d'espionnage, a annoncé un média d'État dans un contexte de tensions diplomatiques entre les deux pays. Samedi, 3 ressortissants iraniens inculpés d'espionnage et de préparation d'actes violents au Royaume-Uni au profit de l'Iran ont été présentés devant la justice à Londres. Le gouvernement britannique a dénoncé ce qu'il qualifie de menace croissante émanant d'États sur son sol. Un 4e Iranien avait été arrêté le 9 mai avant d'être relâché sans poursuite jeudi dernier. Donald Trump et Vladimir Poutine doivent s'entretenir lundi au téléphone avec l'objectif de mettre fin au beurre de sang en Ukraine, selon les mots du président américain après des pourparlers infructueux entre Kiev et Moscou. Les détails. Les premiers pourparlers de paix entre Ukrainiens et Russes depuis 2022 qui se sont tenus vendredi en Turquie n'ont pas abouti au cessez-le-feu demandé par l'Ukraine et ses alliés, les attaques meurtrières se poursuivant sur le terrain. Suite à cette rencontre décevante, Donald Trump a déclaré qu'il parlerait par téléphone ce lundi au président russe. Objectif, mettre fin aux bains de sang, a-t-il annoncé sur sa plateforme Truth Social. Dès dimanche à Rome, le vice-président américain J.D. Vance s'est entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour préparer cet appel. Selon un haut responsable ukrainien, les deux dirigeants ont évoqué la situation sur le front, les préparatifs de la conversation de lundi entre M. Trump et Poutine, la possibilité de sanctions contre la Russie en l'absence de résultats, un cessez-le-feu. Cette rencontre a été la première entre les deux hommes depuis leur altercation filmée dans le bureau Oval fin février qui avait marqué le changement du ton de la Maison-Blanche vis-à-vis de l'Ukraine. Sur le terrain, les attaques russes contre l'Ukraine ont continué de façon intensive. Un drone russe a frappé samedi un minibus dans la région de Soumy dans le nord, faisant au moins 9 morts. Et une frappe sur la région de Kiev a tué une femme dimanche, selon les autorités ukrainiennes. Dans la nuit de samedi à dimanche, l'armée russe a lancé 273 drones explosifs contre l'Ukraine, un record, a précisé la vice-première ministre ukrainienne. Les Roumains ont choisi la première option en donnant la victoire au maire centriste de Bucarest. Nicusor Dan, 55 ans, a recueilli 53,6% des suffrages après dépouillement de la totalité des bulletins. Un résultat accueilli dans la liesse à son quartier général. La présidentielle était surveillée de près dans les capitales européennes et les messages ont afflué de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a salué le choix des Roumains en faveur d'une Europe forte, au chef d'État français Emmanuel Macron, pour qui la démocratie l'a emporté malgré de nombreuses tentatives de manipulation.
Le maire pro-européen de Varsovie, Rafal, a remporté de peu le premier tour de l'élection présidentielle en Pologne et affrontera au deuxième tour le 1er juin le nationaliste Karol Nawrocki, a indiqué lundi la commission électorale. Monsieur Rafal a recueilli 31,36% des suffrages contre 29,54% pour monsieur Nawrocki, selon le décompte de l'ensemble des bureaux de vote. Deux candidats de l'extrême droite ont obtenu au total 21,15% des voix. Fin de notre journal, mesdames et messieurs, à tout à l'heure.